Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 43. Nous allons parler de 7 mangas et de un film. 5 mangas sont de la même série, donc j'espère que ça va nous prendre un peu moins de temps et être plutôt rapide. Je commence à enregistrer à minuit 12 et l'épisode est censé sortir dans 15 heures. Je suis pas en retard comme la semaine dernière et comme les semaines qui ont précédé. J'ai même un chouï d'avance parce que j'enregistre pas, dans l'après-midi ou la matinée. Donc en soi, j'enregistre plus tôt. C'est pas le top du top, mais bon, bah, comme toujours, les soirées, c'est compliqué pour trouver le temps d'enregistrer. J'enregistrerai, jour par jour, ça passerait, vu que je découvre entre 1-2 œuvres par jour. J'aurai normalement le temps et ça passerait plutôt bien. J'ai pas encore la discipline pour faire ça. Donc je me retrouve avec 7-8 œuvres à enregistrer en fin de semaine d'un coup avant la sortie de l'épisode. C'est pas le top du top. Semaine 43 qui s'est écoulée du 20 au 26 octobre. Cette semaine-là, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? J'ai passé 2 blanches de plus à l'escalade, le niveau le plus dur de ma salle. Une qui m'a demandé, pas mal d'essais et surtout de voler les méthodes à 2 confrères grimpeurs. J'étais coincé à 2 moments et j'avais pas spécialement de plan en tête ou des idées qui me paraissaient irréalisables. Il a fallu que j'attende 2 très bons grimpeurs pour voir des techniques auxquelles j'avais pensé, mais qui passaient bien quand ils l'ont fait, donc ça m'a motivé et lancé dedans. Et une autre blanche qui était très facile, j'ai failli la faire en un essai, si j'avais pas une peau qui glissait de fou sur les prises en plastique, parce que mes doigts sont turbo lisses et humides. Et hormis l'escalade, il y a eu du boulot, il y a eu de la fatigue, les soirs j'étais bien cuit, et j'ai même fait une sieste, le mercredi soir, mais on en reparlera dans cet épisode. Et il a fallu attendre la nuit du vendredi au samedi, qui a duré pour, me réparer et être à nouveau en forme. C'était pas spécialement une semaine très énergique et très agréable dans l'ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Est-ce que vous avez découvert, récemment? N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou des étoiles sur Spotify, pour m'encourager et à vous abonner. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 8 de Diamond is Unbreakable, la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure. On s'était arrêté avec, Rohan et Koichi qui étaient, dans une ruelle qui se répétait en boucle et qui était auprès d'une femme plutôt étrange. Et justement, celle-ci, leur raconte, son histoire qui marche bien dans sa démonstration et dans sa peur, grandissante, puisque elle, son chien et ses parents se sont fait assassiner par le serial killer de la ville de Morio et elle sait très bien ménager son suspense et raconter son histoire, ce qui la rend plutôt prenante, qui motive nos 2 héros à l'aider pour qu'elle puisse vivre mieux et surtout arrêter le serial killer pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes aussi innocentes que ces personnes. Elle a bien choisi ces 2 héros pour cette mission, littéralement le plus courageux du groupe qui porte la narration depuis le début, et un jeune enfant qu'elle a sauvé et qui est devenu quelqu'un de plutôt il a juste son cœur à mettre un peu dans la bonne voie, ce qui devrait aider avec cette mission. Mais, le plus terrifiant, de ce début, c'est même pas cette histoire, d'humain détraqué que la fillette nous raconte, mais bien le moment où Rohan et Koichi sortent de la ruelle. Ça fait très penser à certains mythes, sur, les voyages, dans l'enfer, où tu peux sortir, uniquement si tu ne te retournes pas, malgré ce qui peut t'arriver en termes de présence, de parole et de plein de trucs comme ça. Nos
personnages subissent quasiment un échec là-dedans, c'est terrifiant et ça marche très bien. Et derrière, on est sur un arc, un peu moins pertinent quand tu te dis que la deuxième partie va démarrer grâce à cette intrigue du serial killer. Parce que on découvre Shigeshi qui est, un enfant. Il se sert de son stand pour voler de l'argent en petites pièces qui traînent, absolument partout dans la ville. Il tombe sur Okuyasu et Josuke, qui sont pas forcément les plus malins de la bande et ils forment un trio plutôt chiant parce que eux 2 sont assez bêtes et très en recherche d'argent et le jeune, il est très, très bête, il est super nature et naïf. Donc les 2 grands lui proposent des plans pour se faire bien plus d'argent, en jouant plus avec les limites de la légalité, en chopant des petits bons de magasins par-ci par-là pour avoir des grands prix, en chopant des tickets de loto qui ont été, mal grattés ou plein d'idées super malines et le gros du propos, c'est que Shigeshi prend les plans et refuse derrière de partager les gains parce que, l'argent et les compliments sur son intelligence et son utilité que lui ont fait ses camarades, lui montent à la tête. Derrière, il se fait niquer de manière un peu naze et il approuve le pouvoir des autres. Ça marche bien dans l'ambiance et dans le fait, si quelqu'un de très jeune avait un pouvoir comme ça, il pourrait se passer des choses toutes bêtes et qui seraient pas spécialement, négatives pour tout le monde. Mais en dehors de ça, c'est pas l'arc le plus palpitant non plus. C'est pour ça que le volume a une note plutôt moyenne au final, alors qu'il commençait très bien. Ensuite, j'ai lu le volume 9 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 4, Diamond is Unbreakable. Le deuxième que j'ai le moins aimé, de la semaine, avec le précédent, alors que ça part, là aussi, très bien. On retourne sur le fil rouge de cette seconde partie de l'œuvre, avec, la présentation du problème de ce serial killer. On découvre donc, Kira, qui est un humain, tout à fait normal, extrêmement lisse, hein, il est pas très remarqué, il a pas une vie, spécialement, passionnante ou que quelqu'un souhaiterait. Son seul petit défaut, sa seule petite particularité, c'est d'être, absolument, dingue de mains et si elles sont, détachées du reste, c'est peut-être même, encore mieux. Est-ce qu'il est, manosexuel? Comme, tous les Bretons, du fin fond de leur vallée? Très étrange de construire une blague à tiroir comme ça, petit à petit. En même temps, c'est mon humour, de rebondir sur les phrases des gens pour partir sur des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux de loin, juste sur des similarités de sons. Tout seul, ça marche moins bien globalement. Mais oui, on a cette présentation, qui marche bien, classique de serial killer, tu vois? C'est celui qui sort pas du lot et même au contraire qui fait tout pour, se cacher le plus possible et ce début de volume est plein de tension et j'aime beaucoup cette partie pour ça, elle marche très bien sur suspense et dans son énergie, de mystère et de situations, longues et inextricables. Parce qu'on suit, Kira, ses actions et ses pensées dans son combat contre Shigeshi. Le gosse du volume précédent découvre le secret de Kira complètement par hasard et on assiste donc à une longue traque entre un tueur sanguinaire que personne n'a découvert en beaucoup d'années et beaucoup de meurtres, face à un enfant naïf, innocent et rigolo qu'on a découvert récemment. Et il y a beaucoup de galères, pour des raisons à la con du côté de Kira. C'est plutôt cool de le voir lutter à ce point. C'est à la fois, drôle et à la fois terrifiant, ça marche très bien. Mais la conclusion, ouh, elle pique. En venir à tuer un enfant, c'est dur, mais ça va pas aider parce que ça lance littéralement tous les manieurs de stand qu'on a vus jusqu'ici à sa poursuite. Petit développement de personnage d'ailleurs, on avec Okuyasu, il est pas que bête, il est aussi victime de nombreuses pertes. Il y a eu, son frère au début, du manga, là c'est un jeune qu'il appréciait. Il est pas bien. À voir si ça mène à une remise en question ou à quelque chose, mais ça peut peut-être le lancer sur une meilleure, mouvance qui serait agréable.
Et derrière, bah, encore une fois, un arc hors sujet dont on n'a pas grand chose à foutre et qui est, en plus, une répétition. Yukako, qui s'était fait dégager par Kyoichi parce qu'elle est absolument, folle de lui, genre vraiment obsédée de manière insistante, se fait belle par un stand et essaye de choper, Koichi avec. Il y a pas que le fait d'être belle, il y a un pouvoir derrière et tout ça. Mener tout ça à cause d'une phrase de Joseph, qui sort de nulle part. Bah, j'ai rien à dire de ça, hein, on l'a déjà vu du coup. Et en plus, c'est bizarre de voir, Koichi tomber amoureux d'elle, juste à cause du pouvoir du stand, alors que jusqu'ici il était plutôt, catégorique sur le fait de pas s'en approcher. Ma dernière fois, c'était Bizarre Profit de Cendrillon. Heu, Bah, Cendrillon, c'est le nom du stand, Bizarre Profit. C'est pas Profit? C'était Parodie sans doute? Ouais. Ça prend les éléments Cendrillon dans l'ensemble, le nom du stand, le fonctionnement du pouvoir, le fait que ça soit pour séduire et que derrière, bah, ça soit dangereux, mais que ça va mener à l'amour, véritable. C'est étonnant de retrouver des Cendrillon, ici et dans ce contexte. Et ouais, encore une fois, on a un tome, très disparate dans ces 2 arcs. Ensuite, j'ai découvert, Chien 51. J'avais bien apprécié Bac Nord à sa sortie. C'est un film, turbo de droite et pro-police. Pas forcément des valeurs avec lesquelles je suis très en accord, mais j'avais passé un bon moment devant le film. J'ai pas vu Novembre, ça m'intéressait pas et bon, c'est Cédric Jiménez. Et j'ai quand même découvert Chien 51. J'aime bien les acteurs principaux. Je me suis remotivé à aller au cinéma. C'est la sortie qui m'intéressait le plus quand j'y suis allé. Il a voulu, faire un film de gauche, dont le propos est, la surveillance de masse, ça pue la merde. Les politiques au pouvoir qui décident de ça, c'est pas bien. Les flics qui font leur travail sans réfléchir, aidés par, l'IA, c'est pas bien. De bonnes idées de gauche, ça peut faire un bon film, OK. Au final, le film est, full à droite parce qu'il est très con. La révélation finale, c'est que, l'IA décide tout seul. Du coup, à Soul, les politiques et la police, franchement, ils font grave bien leur travail, bien joué. Et dommage, du coup, c'est encore de droite et pro-flic. Game over, hein. Il y aurait que le message politique qui irait pas, ça serait très chiant. C'était le cas de Bac Nord, mais j'ai aimé quand même. Le problème, c'est que c'est très gris et pas très agréable, à l'œil. Bon, c'est pour montrer que c'est une ville compliquée, ça se tient. C'est pas futuriste. Heu, Contrôle des drones et des caméras partout. C'est pas le plus futuriste et le plus original qu'on a déjà vu. C'est pas très intéressant. Et pour un film autant tourné sur l'action, c'est dommage que ça ressemble. Dès que ça bouge à peine, un personnage court, un truc bouge à peine, ça devient illisible. Il y a des coupes très rapides et très souvent, pour montrer la même chose quasiment sur le même angle, donc ça n'a aucun intérêt si ce n'est rendre l'action illisible. Et en plus de ça, on est toujours à l'épaule, donc ça te rentre dans tous les sens. Horrible dès que ça bouge. J'avais écrit intro horrible. C'est quoi l'intro? Quelle était l'intro du film? Euh, Ah oui. Ça ouvre direct sur une course-poursuite envers quelqu'un qui s'enfuit jusqu'à le coincer à une frontière. Illisible tout le long, c'est affreux. C'est là où directement je fais oh les scènes d'action ça va pas être possible si c'est découpé comme ça tout le long. Et en plus d'être un film d'action, c'est également un film d'enquête et de mystère. Bah, l'enquête, piétine bien, pour un résultat évident. Résultat évident qui est retourné à la fin, comme je vous l'ai dit. Le problème, c'est que du coup, ça nique le message. Le duo est, plutôt sympa. Il est pas spécialement original. Entre, le vieux désabusé, et la jeune, pleine d'espoir et pleine d'avenir. Encore plus marqué, du coup, par le fait qu'ils viennent pas du même, quartier. Du coup, ils sont loin, mais ils se rapprochent petit à petit. Un peu trop, vu l'écart d'âge de personnages, mais bon, non, y a pas de mais bon. Juste un peu trop. Voilà, ça dénonce avec d'énormes sabots et mal. Mais du coup, je donne que les trucs négatifs et j'ai mis que C, et pas D.
Après la fin du mini critique, c'était, bonne sieste, moment désagréable. Parce que oui, tout à l'heure je vous ai dit que j'avais fait une sieste dans la semaine, c'était, pendant mon visionnage, de Chien 51, en salle. Et ma seule réaction en me réveillant, ça a été: «Ah, je crois que ma sieste n'a pas été, assez longue». I En dit peut-être pas mal sur la qualité du film, ou du moins sur mon appréciation de celui-ci. Mais en vrai, qu'est-ce qu'elle était bien cette sieste. Je voulais faire une pause de 5 minutes, j'ai fait une pause de 14 heures, hein. Tard, bref 2, hein. Ouais, non, petite pause pour poser la voix à minuit et quelques, et après, bah, j'ai pas repris, ça m'a saoulé, je voulais faire dodo, et après c'était la course depuis ce matin, donc on enregistre finalement, la grosse moitié de l'épisode, à 14h15, sorti à 15h, ça passe nickel, aucun souci là-dessus. Bref, ensuite, j'ai lu le volume 10 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, la partie 4. On a la conclusion de l'arc narratif de Cendrillon, qui finit par être plutôt mignon et par bien se terminer, parce que, évidemment, elle joue contre les règles très précises de sa magie esthétique, ce qui l'a fait aller beaucoup plus loin dans le négatif que ce qu'elle avait avant. C'est littéralement le principe, tu vois, tu un gros truc magique, mais si tu respectes pas les quelques règles qu'il y a, ben, tu subis très très fort. Elle a honte et est prête à laisser, Koichi tranquille, parce qu'elle veut pas se montrer, comme ça. Et pourtant, ben, Koichi, continue à lui courir après, à la reconnaître, à essayer de la sauver, parce que, maintenant, les 2 sont prêts à beaucoup l'un pour l'autre, ce qui est très mignon et qui marche bien. La conclusion est cool. Je ne suis pas convaincu par le moteur qui a mené jusqu'ici, parce que, ben, ça reste des pouvoirs magiques qui ont lancé la relation, alors que la dernière fois qu'ils se sont parlé, ils étaient vraiment pas en bons termes. Et c'est dommage, vu que c'est, une partie au long cours, avec des mystères qui font beaucoup de tomes, des personnages qu'on revoit régulièrement, c'était l'occasion de faire évoluer la relation de manière vivante, normale et agréable, sans ce gros rush bizarre qui me questionne un peu sur la relation. Et derrière, on a un petit arc de confrontation directe entre un duo très cool du côté des héros qu'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, composé de Koichi et de Jotaro, qui est très cool et complémentaire. On a un maître qui sait parfaitement ce qu'il fait, qui est sûr de lui, qui protège au risque de sa vie le jeune qui est proche de lui. Et justement, à côté de ça, le jeune qui apprend, qui est courageux, qui a plus d'idées novatrices, mais qui se rate et évolue, parce qu'il est encore en construction. Et duo qui fait face, j'allais dire en confrontation directe, pas vraiment, mais qui fait face à Kira, avec son deuxième pouvoir, celui d'un tank super lent qui poursuit les sources de chaleur et qui est indestructible. Et encore une fois, comme tout ce qui touche à Kira, c'est très stressant avec un suspense qui marche super bien. Parce que ben, les situations sont compliquées, sont inextricables, sont lentes, mais pas longues pour autant. Malheureusement, la conclusion semble se rapprocher encore une fois par une évolution du pouvoir de Koichi, mais c'est lié par une évolution psychologique. Il en est marre d'avoir peur de Kira, il en a marre de la peur en général, il veut se battre par lui-même, son pouvoir évolue. C'est un très bon tome. J'ai donc enchaîné avec le volume 11 de JoJo's Bizarre Adventure partie 4 Diamond is Unbreakable. Cet arc narratif assez court mais intense, vu que c'est littéralement l'affrontement contre le boss final de la partie, a fait bien évoluer les choses. Maintenant, Koichi et Jotaro se respectent mutuellement, parce que les deux ont, je dirais les deux ont évolué grâce à ceci. Non, Jotaro, il évolue pas, il est là dans 3 parties, il est identique du début à la fin. Mais Koichi a évolué et leur relation s'est sacrément resserrée. Toute la fin du combat est très cool, avec l'évolution du pouvoir de Koichi, avec Kira qui ose de plus en plus se mettre dans la lumière.
ce qui est totalement un aveu d'échec pour lui qui fait tout de manière cachée depuis, de nombreuses années. Mais ouais, résultat plutôt cool sur une égalité totale de ces 3 protagonistes et super agréable, c'est le genre de combat que j'aime bien moi, parce qu'il est très sur le mental et très stressant. C'est quelque chose qui marche très bien sur moi. Je prends volontiers. Et c'est pas la fin de la partie. Il y a eu le combat final qui a été remporté côté héros, mais c'est pas la fin de la partie, parce qu'il reste, ça aurait été un peu tôt pour terminer la partie. Et des éléments qu'on a eu précédemment qui semblaient assez hors série sont utilisés ici pour faire avancer le fil rouge, puisque Kira se sert des pouvoirs de l'esthéticienne qu'on a eu juste avant son arc, pour disparaître et se lancer dans une deuxième vie, littéralement une seconde chance. Et donc finalement, si même les arcs hors série ont une utilité comme ça plus tard, c'est bien construit, je prends, et ça les rend un peu plus agréables, pas à la lecture, mais dans la globalité. Derrière, nos protagonistes enquêtent sur Kira, bien évidemment, parce qu'ils essaient de comprendre qui il est pour pouvoir mieux le contrer et le piéger. C'est très intéressant de les voir découvrir qu'il est plutôt normal, son histoire, mais qu'il y a toujours eu des obsessions bizarres, du genre, couper ses ongles, trop bizarre! Non, il me manque des étapes derrière. Les garder, analyser leurs pouces et se rendre compte qu'il tue vachement mieux et vachement plus quand ses ongles poussent beaucoup, qui est une relation assez étrange entre les fées. Et donc en fouillant, dans son passé, il tombe sur, le père de Kira, qui est un fantôme qui hante des photos Polaroid et qui les attaque depuis les photos. Le combat n'est pas spécialement plus intéressant que ça, mais il permet de réintroduire une deuxième paire d'arcs et de flèches dans cette partie, et donc de relancer plein de nouveaux manières de stand en mode défense de la nouvelle identité de Kira. Ça marche bien, c'est efficace, il y a du fil rouge, c'est nickel. C'est un très bon tome de bascule pour lancer à la fois l'enquête et lancer les difficultés de cette deuxième partie. Mon problème, c'est que on a encore une bêtise nulle de Okuyasu. Dès qu'un méchant est coincé, il parle 3 secondes à Okuyasu en mode je suis coincé, à l'aide, je suis en danger, faut que tu m'aides. Et Okuyasu l'aide, il est bête, c'est trop chiant. Ça ne sert que de moteur à des difficultés supplémentaires, sans remise en question, sans amélioration, malgré les pertes qu'il subit et le fait que ça le détruise. Okuyasu, gros point faible de la partie. Ensuite, j'ai lu le volume 12 de JoJo's Bizarre Adventure partie 4, Diamond is Unbreakable, le dernier de cette petite vague-là, puisqu'après sont sortis... Enfin, j'ai acheté les dernières sorties du mois d'octobre. On va perdre au change, hein, niveau qualité. J'ai bien aimé ce volume. Il s'ouvre sur une image de la femme vraiment très peu flatteuse et très désagréable, je pense. Parce que Kira, dans sa nouvelle identité, doit copier l'humain dont il a pris le physique, en récupérant sa nouvelle vie qui est assez naze, et sa nouvelle famille qui le détestait jusqu'ici. Et en découvrant son nouveau mari plein de violence et de pulsions meurtrières, parce que c'est Kira, sa femme redevient en chaleur. C'est pas forcément le message le plus positif, parce qu'il est sacrément horrible de manière moins cachée, et il est récompensé pour ça. C'est perturbant. Que ça soit le cas quand il est agressif avec des gens qui les emmerdent et qui veulent détruire leur vie, ok, là je comprends que ça la chauffe un peu. Mais quand il est agressif avec elle, je suis moins convaincu du message. Là, Araki, t'abuses un peu, frérot. Et derrière, on suit un gros match de pierre-feuille-ciseaux. Waouh, ça fait envie de fou, non? Non, on a un combat entre Rowan et un petit gosse qui a été choisi par la flèche, à pierre-feuille-ciseaux. À chaque manche, les deux perdent pas mal.
et il y a un gros jeu mental de bluff sur ce que chacun va jouer, parce que, ben, il joue de plus en plus gros dans la partie, même si au début, il y en a un des deux qui joue pas vraiment. Pouvoir assez simple, ça fonctionne bien, il y a du mental, il y a du respect entre les deux, il y a une très jolie conclusion sur leur relation, mais la résolution du combat en elle-même sort un peu de nulle part, puisque Rohan arrive à ramener le bébé invisible un peu de nulle part, et ça l'aide pour des raisons un peu à la con. Et derrière, on se lance encore dans des mystères très mystérieux, qui sont pour l'instant assez osef, mais qui sont des mystères mystérieux. Puisque on a un personnage visé par la flèche, qui ne peut pas être touché, qui dit être un alien, qui peut se transformer en chaussure, et qui est actuellement face à nos deux idiots. Est-ce qu'ils auraient pas les situations les plus ridicules face à eux à chaque fois? C'est possible. Et est-ce que c'est le groupe que j'aime le moins suivre comparé à Rowan ou Koichi notamment? Franchement, les personnages secondaires de la partie 4 sont superbes. Ensuite, j'ai lu le volume 20 de Chainsaw Man. Ma pire lecture de la semaine, ma pire découverte de la semaine, très largement. Je n'aimais pas, chapitre par chapitre, à peu près toutes les semaines sur Manga Plus. Ce n'est certainement pas mieux en volume relié. Parce que, ben, t'as tout ce que j'aime pas en 20 pages, mais bah, sur 180 pages. Ce qui devient beaucoup et désagréable. Je trouve ça incompréhensible ce qu'on a dans ce volume-là. Et c'est les problèmes de Chainsaw Man. Il y a des trucs visuellement stylés et des idées qui peuvent être stylées, mais c'est tellement décousu et tout s'enchaîne très fort, très vite, sans repos. Il y a beaucoup trop de rien d'un coup. C'est lourd et désagréable. Je suis pas le seul à penser ça. Mon frère aussi, il a pas compris, il aime pas. Et au final, il y a quand même une majorité des volumes de Chainsaw Man que j'aime pas, hein, par rapport au nombre de volumes que j'ai bien aimés. Et cette deuxième partie qui commençait plus calme et plus agréable, elle s'empêtre de plus en plus dans de la merde. Oui, on nous fait un rappel que Yoru est prête à énormément de choses pour faire tomber Chainsaw Man. Elle est terrifiante, elle fait même peur à Asa, et c'est un peu inquiétant sur la suite de leur relation. Derrière, il se passe un truc avec les index de plein de personnages. Je sais pas d'où ça sort et je comprends pas. Visuellement stylé, mais niveau propos et niveau compréhension, impossible. La statue de la liberté qui bouge et qui fait un gros tir, c'est stylé visuellement. Mais niveau explication et niveau propos, et c'est le problème de Chainsaw Man et de Fujimoto. De choisir tout le temps ce qui est classe. Et après, bon, bah, ce que ça raconte, développer les personnages, être intéressant, ça passe un peu à la trace. On nous rappelle, une deuxième fois, que Yoru fait peur. 2 fois dans le même tome, c'est pas des plus pertinents. Et derrière, c'est le bordel avec le démon vieillesse. Il veut se servir de Chainsaw Man pour que Chainsaw Man le dévore petit à petit et que ça tue les jeunes de la Terre entière. Ok, pourquoi pas, c'est un bon plan. Et ensuite, il l'enferme, lui et Asa, dans un univers bloqué, où le temps n'a plus vraiment de consistance, où tout le monde doit attendre des milliards d'années avant d'être réincarné, ce qui est un sacré pouvoir et peut raconter de très belles choses sur les personnages. Et du coup, il faut un bisou, il bande, il se relève en étant à nouveau motivé, et après ils vomissent parce qu'ils ont la chance d'avoir l'estomac de Chainsaw Man dehors qui est relié à eux à l'intérieur. Donc ils arrivent à sortir grâce à ça, sans avoir particulièrement évolué. Juste Chainsaw est moins déprimé, mais bah c'est parce qu'il a fait un bisou, donc ça, il n'y a pas besoin de s'enfermer autant pour ça. Et la fin, il y a plein de personnages, je sais pas qui c'est, il meurt dans tous les sens, c'est bordélique, c'est illisible. Je suis peut-être de mauvaise foi, hein. Peut-être qu'en enchaînant tous les tomes, en étant bien concentré sur qui est qui, sur ce qu'il raconte, en analysant bien, en faisant bien attention aux détails, à tout ça, il y aurait beaucoup plus de choses à récupérer. Mais dès lors que tu perds un peu pied, ça devient
très désagréable. Et puis, je veux bien ne pas faire spécialement d'efforts parce que je suis saoulé de base avec Chainsaw Man. Sans effort, c'est pas censé être aussi désagréable. C'est un peu un cercle vicieux entre nous deux. On va bien voir qui lâchera le premier, hein. Et enfin, nous achevons cette semaine avec le volume 29 de Blue Lock. On a le coup d'envoi de la finale de ce très long arc, vraiment très très long, entre le PXG et l'équipe de Izagi, comment j'ai pu déjà l'oublier alors que l'arc dure 1000 ans. Ça se lance très fort très vite avec un sacré nombre d'actions et pas mal de duels dans tous les sens. Un premier pour montrer que Rin est largement plus haut niveau que Kaiser. En même temps, ça a du sens. Izagi a surmonté Kaiser au match précédent et son objectif c'est d'atteindre le niveau de Rin au niveau des offres de prix. Ça a du sens de montrer que c'est Rin le dernier obstacle. Bien joué à tous. Nijiro Nanase, qu'on découvre en couverture de ce volume, il était sans doute là avant, mais hormis jouer au foot dans le fond, je n'ai aucun souvenir de ce qu'il a pu faire. Pas souvenir de lui dans le match contre les U20. Pas souvenir de lui dans les épreuves précédentes. Je ne sais pas qui il est. Mais bon bah, il trouve sa place dans ce volume-là en devenant le disciple de Rin grâce à ses efforts et au fait qu'il est naturellement ambidextre. Pas très intéressant. Si ça raconte que ça sur lui pendant tout le match, ça va être assez peu. Et c'est un personnage dont on n'a pas grand chose à faire. Ensuite, on a un duel perdu par Izagi contre Rin, qui a donc encore du boulot pour l'apprendre et le surmonter. Ça a du sens, c'est le début du match. Mais Rin a la victoire désagréable, je dirais, pour ses adversaires. À vraiment, genre, le prendre pour le callback en mode « Ouais, regarde comme je gagne, là !» Ce qui est désagréable. Heureusement pour lui, Izagi n'est pas tout seul, et donc n'a perdu que son duel direct et pas un gros point. Derrière, on a Charles et Shido qui font une action de dingue en équipe qui sort de nulle part. Les deux sont à leur plus haut niveau en même temps. Et c'est ce qui a permis de passer le premier but de ce match. Et justement, après réflexion, tout le monde se rend bien compte qu'ils vont être obligés de passer par l'alchimie entre eux pour pouvoir marquer. Tout le monde joue à son plus haut niveau, mais il va falloir réussir à combiner les actions au plus haut niveau de plusieurs personnes pour espérer pouvoir marquer dans un match de cette difficulté-là. On a des théories verbeuses de Izagi et Iori sur les types d'ego. Certains sont auto-centrés, en mode regardez comme moi je suis trop cool, et certains sont plutôt tournés vers les autres, en mode regardez comme mon but est trop cool. Ça permet de séparer les gens en catégories, de mieux analyser, à voir si ça servira vraiment. Parce que derrière, on a une grosse action en trio menée par Iori, Kunigami et Izagi, tous à leur plus haut niveau, tous les trois ensemble. Iori arrive à penser à l'envers de l'envers pour pouvoir contrer Charles qui adore passer par les chemins les moins probables possibles, voire même qui sont impossibles. Kunigami, gros blocage physique et grosse vengeance par rapport à Shido. Et Izagi face à ces deux en duel direct qui développent une nouvelle technique et une nouvelle puissance de pied. Tout le monde au haut niveau, c'est un beau but. Ça lance bien le volume et le match. À voir sur la longueur. À voir si ça va pas trop se répéter avec ce petit groupe de 6 personnages qui sont utiles pour l'instant. 6 à 7. Charles, Iori, Shido, Kunigami, Kaiser, Rin et Izagi, ouais 7. Et ça fait qu'il en manque un peu sur le terrain. À voir si tout le monde aura le temps de briller sans que le match devienne relou. Mais pour l'instant ça ouvre bien, c'est intéressant, c'est rapide. On a des beaux duels, des belles vengeances, du beau niveau. Et ben parfait. Voilà qui conclut notre épisode du jour de la lumière pop de la semaine, sur la semaine 43 du
20 au 26 octobre. Je suis grave dans les temps, l'épisode doit sortir seulement dans 13 minutes et je finis d'enregistrer après une grosse heure d'enregistrement entre les 2 parties. Nickel. J'ai du retard sur les découvertes de la semaine, 44 parce que, j'ai lu 5 œuvres sur les 7 que j'essaie de lire par semaine, donc j'ai du retard là-dessus. J'ai écrit une seule mini critique pour l'instant, ce qui est assez peu et là, une fois que l'épisode est en ligne, je vais quasiment partir au cinéma, donc on va bien voir quand est-ce que ça se débloquera. J'espère, pouvoir le bosser, rapidement dans la semaine, aujourd'hui ou demain par pitié, pour pouvoir vous sortir ça dimanche prochain à, 15 h. Parce que c'est le but, c'est l'idée et bon, bah, encore une semaine où j'ai raté et où je n'ai, pas réussi à live. On commence à avoir, l'habitude et à comprendre le fonctionnement mais bon, bah, j'espère toujours que ça arrivera et que ça reprendra. Déjà, j'ai fait une soirée gaming avec les copains cette semaine, pendant 5 heures. Ça a pas eu lieu depuis 2 mois. Donc, il y a moyen que ça se fasse un jour. Donc, restez connectés sur mes réseaux. Il y a moyen que, en plus de l'épisode de dimanche 15 h, on arrive à live un jour ou l'autre. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode et ce que vous avez découvert récemment, à lâcher un pouce bleu ou des étoiles si vous écoutez en podcast et à vous abonner bien évidemment. On se revoit dimanche prochain 15 h c'est sûr. D'ici là portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Comoré bientôt.